Nous sommes de retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Dans quelques instants, vous allez avoir rendez-vous avec Antoine Reyes, qui est actuellement au cœur de l'édition de la 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Comme hier, ce soir, il vous propose un entretien en tête-à-tête avec un invité qui participe et qui est actif et acteur de cette 8e édition du Festival de l'image sous-marine. Je n'en dis pas plus, cet entretien va durer 10 minutes. Je vous donne rendez-vous juste après. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 3e et dernière édition du 8e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Pour cette dernière édition, nous nous trouvons dans la salle d'exposition en compagnie de notre invitée Marie-Christine Cacot. Marie-Christine, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Antoine. Enchanté et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors justement, vous avez présenté plusieurs photographies cette année au festival et on commence tout de suite avec celle-ci. Il s'agit des copains de Casper. Vous pouvez nous dire ce que c'est parce que c'est vraiment étrange et intriguant. Alors, les copains de Casper sont des petits fantômes, Ouais, ok, on dirait. mais qui me sont apparus sous l'eau. En réalité, c'est une ponte de calmar. D'accord. Il faut savoir que la ponte de calmar, quand elles viennent juste d'être déposées par l'adulte, il y a une cinquantaine de filaments, très laiteux, de diamètre de mon doigt. D'accord. Et là, l'année dernière, je peux dire que j'ai bondi de joie sous l'eau, parce que c'est la première fois que je voyais la fin de la maturation. Donc ce sont des mini calmars. Donc Mini, on est sur de la macro, mini, ça de la signifie quoi, super ça macro. Ouais, super macro. Je ne pourrais pas dire la taille ouais. réelle de ce bébé, mais bon, j'ai dû passer à peu près, je sais pas, 25 minutes. Avoir le bon cliché, la bonne Avoir photo. le bon cliché, la bonne lumière, le bon focus, parce que j'ai une bonnette macro vraiment qui rapproche le sujet. Et on ne peut même pas sous l'eau se rendre compte. On ne le voit pas du tout de la même manière quand on est sous l'eau que quand on regarde la photo. Et justement, qu'est-ce que vous essayez de rechercher? Parce que là, on est dans l'infiniment petit, de la super macro. Enfin, c'est. Bah, j'ai commencé la photo, je faisais du grand angle, de l'ambiance, des requins, des mantas. Et ce qui m'attire de plus en plus, c'est d'aller voir dans l'infiniment petit, un monde que l'œil du On plongeur perçoit en pas, général tout de suite. ne verra pas. Donc ça demande une patience infinie. Je passe des heures sous l'eau en général, seule ou avec un guide. Ça dépend des Vous dites endroits où patience je tourne. infinie, mais je dirais passion aussi infinie. Parce que, Une passion ouais, infinie, ouais. voilà. D'ailleurs, je pense que j'en parle et que ça se sent. Et alors, Marie-Christine, en tout cas, magnifique photo, très originale. On passe à la seconde, et là, on est vraiment dans une autre ambiance, en noir et blanc. Et elle s'intitule L'arbre à papillons. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette photo pour l'avoir choisie cette année? La perspective, la lumière, comme si ça allait vers l'espace. Et puis tous ces sujets qui gravitent autour. Donc je pense que la photo, il faut qu'elle fasse rêver. C'est pour ça que je n'ai pas toujours envie de dire qu'est-ce que c'est comme sujet, quelle espèce. Il faut que l'œil de la personne qui va regarder la photo puisse ressentir une émotion. Voilà, c'est très important pour moi. Donc ça, c'est une photo en grand angle. Hein. On y est. Là, c'est sur du grand angle. Oui, c'est du grand angle. Ouais. Vous avez plusieurs palettes, vous essayez à plusieurs types de... Après, ça m'arrive de plonger avec mes deux caméras. D'accord. Donc un gros caisson, un réflexe où je mets souvent le grand angle et puis un autre compact pour faire de la super macro. Donc, je ressemble un peu à un épouvantail sous l'eau, c'est vrai. Et enfin, Marie-Christine, la troisième photo que vous présentez, elle est derrière nous. Elle s'intitule Tornade. Tornade. Et donc c'est un banc de carangue. Mais quelles étaient les conditions de prise de vue? Vous pouvez nous parler un peu de l'envers du décor de celle-ci? Ah ouais, je suis restée plusieurs mois à Ouvéa. Et donc je plongeais sur le tombant extérieur Passe du Styx. Et là, c'est aussi l'instant magique d'être là au bon moment quand on prend une photo. Il y a la recherche du sujet et il faut être là juste devant ce banc de carangue qui a commencé à tourner devant moi. Des centaines. Ouais. Donc j'ai fait un cliché sur cette densité. Ouais. Ah, vous avez une prise. J'ai une prise. Et c'était la bonne. Je pense que c'est une photo en argentique. Voilà, donc pas de retouche, un cliché. Parce que à l'époque, je partais avec 36 photos. Oui, uniquement En une pellicule. 36 photos. Donc au moment où on appuie, il faut... on n'appuie pas tout de suite, on ne fait pas 150 Contrairement photos. aujourd'hui au numérique. On a Contrairement tendance au à numérique. Les mitrailler. deux autres sont faites avec du numérique. D'accord. Parce qu'évidemment, il n'y a plus de tirage diapo maintenant en Calédonie. Donc, mais on économisait ça, au cas où, juste en fin de plongée, on puisse tomber sur quelque chose d'extraordinaire. Donc là, j'ai fait un cliché. Voilà. Vous donnez des noms
À vos Oui. photographies, il y en a qui sont très originaux. J'imagine que c'est pas toujours évident. Trouver le nom. Mais ce Le qui nom vient m'intéresse, d'abord il y a d'abord trouver le sujet, faire la photo, parce que c'est vrai que ça me remplit d'émotions. Et ensuite, il y a toute une partie création sur ce qu'on veut donner à l'impact dans le regard des autres. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait penser à un typhon, donc voilà pourquoi je l'ai appelé Tornade. Magnifique. Marie-Christine, vous vivez dans le nord à Ouégoua et vous faites aussi de la photographie sous-marine là-bas? Parce que moi, pardon, mais quand je pense à Ouégoua, je pense aussi au fleuve le Diaote. Oui. Et ça peut paraître un peu un environnement particulier, l'eau est trouble, de faire de la photographie sous-marine là-bas, ça doit... Ouégoua est encore relativement inconnu. Bien sûr, tout le monde pense au Diaote. Ça m'est arrivé de plonger à l'embouchure, seule, avec une visibilité de 40 cm, avec une boue, des sédiments où il ne faut pas mettre un mouvement de palme. J'ai vu beaucoup de nudibranches. Ouais. Beaucoup de nudibranches là-bas. Il y a un écosystème bien particulier. Mais il y a aussi également beaucoup de requins qui remontent. Donc j'ai quand même un conjoint. Qui plonge avec vous? Votre binôme qui Non, fait sécurité? il me laisse partir plonger. Il reste en surface? Ouais. Oui, quand j'ai plongé au bord du Diaote, il restait en surface pour vérifier s'il n'y avait pas un aileron qui traînait par là. Ouais, donc c'est un environnement... Mais on a également un superbe récif, puisque j'emmène d'ailleurs l'association Paladali qui fait le comptage des stations coralliennes à Ouégoua. D'accord, vous servez de guide sur les lieux Je les emmène avec le bateau. D'accord. Je les assiste dans leur comptage au niveau de la journée. Ouais. Et alors, quels sont vos lieux de prédilection dans le Nord pour la plongée et la photographie sous-marine? Maintenant, habitant Ouégoua, je plonge beaucoup sur Ouégoua et également du bord vers Puebo. D'accord, c'est Voilà, des un lieu très coup de cœur particulier particuliers, où, ouais. où on a fait une coutume pour avoir le droit d'aller plonger en expliquant que nous ne Votre détruisons démarche, rien, on montrait nos photos après, donc c'est un endroit aussi qui est très très riche. C'est important. Voilà. Et alors, avec votre expérience et toutes vos plongées, est-ce que vous sentez justement une différence entre le Nord et le Sud pour avoir plongé dans différents endroits de la Calédonie en termes de vie, de décor, d'ambiance, au moment de prendre la photo? Est-ce que vous avez vraiment des spots Sur Ouégoua, la visibilité n'est vraiment pas bonne. Donc elle est vraiment en fonction des marées. Donc on est obligé de choisir. On a aussi beaucoup de vent. Hein, c'est la partie de la Calédonie qui est très exposée. J'ai plongé très très longtemps dans le sud, mais plus pour faire de la photo d'ambiance sur le Grand Récif, en sachant que tout près de Nouméa, on a des spots de macro qui sont très intéressants. Ouais. Ouais. Mais Mais j'ai pas trop l'occasion de descendre sur Nouméa. Voilà Je reviens à Ouégoua, mais cet environnement, justement, il y a de la... Vous parlez de nudibranche, il y a quand même beaucoup de vie, Il y a malgré beaucoup de vie. une densité, enfin une faible visibilité. Une faible visibilité, mais il n'y a pratiquement pas de plongeurs. Ouais. Il y a les pêcheurs de Ouégoua, d'ailleurs qui me prennent un petit peu pour une extraterrestre. Quand je vais plonger la nuit du bord. Ah ouais, non, mais vous y allez, Ouais, ouais, ouais. ok. Ouais. Donc, mais ça fait poser des questions aux gens. Alors je leur explique pourquoi je plonge, ce qu'il faut protéger, parce que c'est quand même important. Je fais également des formations de plongée, donc il n'y a pas que la pédagogie, il y a toute l'approche biologie Ouais. au niveau des formations. Et je pense que c'est important, parce qu'on est dans un monde où c'est vrai qu'hélas, hein, Ouais, il y a on une consomme sans trop prise de soucier, conscience ouais. vraiment nécessaire à avoir. Voilà. Vous avez l'occasion aussi de voyager dans d'autres mers, d'autres océans. Oui. Qu'est-ce qui fait de la Calédonie, selon vous, un endroit incontournable pour la photographie sous-marine, justement de vos expériences en dehors du pays? La richesse de sa barrière. Il y a très peu, à part l'Australie, il y a vraiment très peu d'endroits où on a une telle barrière autour d'une île. Aussi bien la photographie peut être de la macro dans le lagon, tout proche, même au bord. Et ces tombants extérieurs magnifiques. On est préservé des grandes pêches, on est préservé du monde, on est préservé de tout. Je pense qu'il n'y a pas encore, il y a vraiment plus beaucoup d'endroits comme ça dans le monde. Voilà. Marie-Christine, bon festival et merci pour le partage. Merci beaucoup Antoine de m'avoir invité. Merci, c'était un plaisir. Quant à nous, nos éditions spéciales du 8e Festival de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie prennent fin. Sachez que le festival continue jusqu'à dimanche soir. Ne ratez pas, lors de cette dernière soirée, la projection du film documentaire Antarctica, un film de Luc Jacquet, une plongée exceptionnelle dans les eaux froides de l'Antarctique. Quant à nous, on continue avec notre faune et flore marine calédonienne et nos chevaux des mers. Alors que toi, Jamie, il me semble que tu vas nous parler dans la suite de Bienvenue dans la bande
de d'autres types de chevaux. Merci encore et à très bientôt. Un grand merci aussi à l'INSEE Adrien pour la technique. Merci Antoine. Antoine Reyes que vous retrouverez demain à 19h20 pour l'émission, le magazine Entre Terre et Mer. Une émission qui sera consacrée au championnat de Calédonie de l'image sous-marine. Vous verrez qui est le vainqueur, vous verrez qui représentera la Nouvelle-Calédonie au championnat de France de l'image sous-marine. Un concours, au passage, entre parenthèses, c'est un concours qui n'a rien à voir avec le festival de l'image sous-marine. Revenons à nos moutons, comme je vous l'annonçais tout à l'heure. Ce soir, on va parler de courses hippiques. On va revenir sur le feuilleton de la semaine que vous avez pu regarder tout au long de cette semaine dans le JT présenté par Élise. Quand je vous demande quel est le nom de la discipline et que je vous donne comme indice Coupe Clark, c'est trop facile, je viens de l'annoncer juste avant, en parler. Donc, vous me répondez course hippique. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment se prépare un cheval de course? Saviez-vous ce qui se passe avant chaque course hippique? Ou aussi, vous vous demandez sans doute qui sont ces jockeys, ces personnes-là qui montent sur les chevaux et qui participent aux courses. Donc, vous avez pu avoir des éléments de réponse tout au long de la semaine dans le feuilleton diffusé dans le JT. Mais ce soir, ce que je vous propose, c'est de revenir sur ce feuilleton et je vous propose de traiter ces questions un peu plus en profondeur dans Bienvenue dans la bande avec Prosper Poigou et notre invité Laurent Moglia qui est propriétaire de l'écurie de Copeto. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jimmy. Et puis bonsoir et puis bienvenue dans la bande à notre invité. Merci. Sur Calédonien, le monde hippique s'ouvre au grand public. Pourtant, le monde hippique, je vais y arriver, pourtant réputé pour être un milieu fermé, l'hippisme calédonien nous a ouvert ses portes à l'hippodrome de Boulou-Paris. Prosper, avec toi, tu vas nous parler des conditions de tournage. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà, première question, est-ce que tu as ressenti que c'était un milieu fermé? Et effectivement, Jamie, moi quand je me suis rendu, j'avais des appréhensions, je connaissais rien au monde du cheval. Et du coup, je me suis dit, waouh, on va arriver dans un monde très fermé où voilà, justement les gens discutent qu'entre eux. Et puis en fait, non, pas du tout. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, les gens nous ont bien expliqué et tout. Donc du coup, ils étaient ouverts à toutes nos questions. Donc voilà. Merci Prosper. Laurent Moglia, vous êtes propriétaire de l'écurie de Copeto, vous entraînez des chevaux. La saison a débuté. Comme on a pu le voir sur les images, à Boulou-Paris. Première question, comment se passent les entraînements? Pour le moment, ça va, ça se passe bien. On a eu une année un peu difficile avec les conditions climatiques. Bon, pas que pour nous, hein, pour tous les propriétaires. C'est vrai que cette année, c'est assez spécial, quoi, hein, des 2 cyclones là, ces derniers temps. Donc, pas facile pour nous de préparer les chevaux, mais bon, on fait avec. On a tous les mêmes contraintes, donc on fait avec. Les courses hippiques, je disais on le présentait comme un milieu fermé, mais c'est aussi un milieu qui est difficile à décrire. Comment est-ce que, quand on parle de courses hippiques, ce sont des courses, mais lesquelles? Est-ce que vous pouvez nous détailler? Les courses hippiques, c'est on va dire un milieu plus professionnel que, par exemple, nous, ce qu'on a l'habitude de faire dans les jeux équestres, où on fait des courses hippiques, quand même, c'est des courses hippiques. Mais là, c'est avec des jockeys qui sont semi-professionnels, voire professionnels, avec des chevaux qui sont vraiment dédiés qu'à ça, alors que quand on le fait, par exemple, dans les foires, c'est avec nos chevaux de travail qu'on fait le bétail et plutôt, quoi. Donc là, c'est vraiment des chevaux qu'on fait que ça avec et voilà, on devient des semi-professionnels. Ouais. Mais il y a quand même différentes catégories de courses. Bien sûr. Après, il y a les courses par âge, donc avec les chevaux de 2 ans qui débutent, quoi, hein. Les chevaux de 2 ans, les 3 ans qu'on appelle les espérances, et après, donc les chevaux de vitesse, les chevaux de distance, voilà, il y a plusieurs catégories. Dans une journée, on a entre 7 et 8 courses. Quoi. Vous avez du trot, Après, il y a les trotteurs, après, il y a du stock, et donc le galop. Ok. Vous pouvez nous détailler encore parce que je parle de milieu fermé, mais c'est aussi un milieu très codé. Donc le trot, donc c'est fait avec un sulky, quoi. Hein. C'est des courses où les chevaux n'ont pas le droit de faire autre chose que du trot avec des sulkys. Après, on a la course de stock. Sulky, c'est quoi, encore une fois? Sulky, c'est le. À chaque fois que vous allez me sortir des mots en anglais ou difficiles à comprendre, je vais vous demander de définir. Donc, le sulky, c'est le petit chariot qui est accroché derrière le cheval. D'accord. Okay. Donc, celui où le driver, donc c'est le chauffeur du cheval, quoi. Hein. Donc, le driver assis sur son sulky, quoi, pour conduire le cheval, finalement, sur la course, quoi. Et les petits trot? Le trot, donc c'est une allure. C'est une allure du cheval. Donc le cheval au trot, il a une allure. Donc au galop, après, c'est plutôt ce qu'on voit là, où le cheval il va vite, quoi. Okay. Mais bon, un bon trotteur peut aller extrêmement vite aussi, quoi. Et quelle est la discipline phare, tant attendue et convoitée par le public, mais également par les coureurs?
Aujourd'hui, en Calédonie, c'est beaucoup plus le galop qui prédomine. Mais après, voilà, moi, je suis plus un galopeur, donc je vais défendre mon beefsteak, en tous les cas. Mais Vous galopez après qui? on galope après tout ce qui bouge. Mais non, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, de toute façon, dans une journée, on a 2 courses de trot, une course de stock et 8 courses de galop, quoi. Donc aujourd'hui, c'est la discipline phare, quoi. Prosper, quelle course as-tu apprécié durant ce tournage à Boulot-Paris? Les courses de galop, parce que du coup, tu vois... C'est juste juste impressionné. Oui, c'est ça. C'est juste dans les derniers 1000 mètres où là, on voit vraiment l'effort que fournissent les chevaux, les efforts que On fournissent voit les chevaux. l'extrait là. Ouais. Donc ça, c'est la course au galop. Ça, c'est une course de galop. Donc, ça, aujourd'hui, là, c'était une course réservée sur un 1450 mètres. Donc, là, on voit l'effort, la dernière ligne droite. Tous les chevaux sont quasiment groupés, quoi. Difficile de donner le gagnant jusqu'à temps qu'il passe la ligne, quoi. Je vous propose maintenant qu'on regarde un extrait du volet du feuilleton qui a été diffusé lundi. Et vous allez voir, chers téléspectateurs, la relation entre entraîneur et jockey. Et vous verrez que la communication n'est pas toujours évidente. Allez. On est chez Katia et Laurent Moglia, propriétaires de l'écurie du Copeto à Pointe-Boute. Ici, de 6h à 8h du matin, les chevaux défilent à tour de rôle sur la piste de course. Kashington Kundumba, le jockey originaire du Zimbabwe, reçoit les instructions concernant le cheval qu'il doit entraîner. Un trot, un caté, un demi caché. One trot, one tour, un yes, un demi. Là, il va partir à l'entraînement du cheval. Là, on va descendre à la piste en bas. Ça, c'est un cheval qui court sous mes couleurs, mais qui appartient à un propriétaire extérieur. C'est le but de notre écurie, d'accueillir les chevaux des autres, donc voilà quoi. En fait, on vit notre passion avec les chevaux des autres. Parce qu'ils n'ont pas les installations déjà, et puis ils ne savent pas forcément comment s'en occuper, donc voilà quoi. Parce que les entraînements pour les courses, c'est un travail spécifique, et c'est des passionnés de course, mais ils ne savent pas forcément préparer un cheval. C'est bizarre comme il galope là. T'as vu, il a rechangé encore à l'entrée du virage. Ça, il accélère tout seul. Tiens bon garçon. Tiens bon, tiens bon. À la fin des courses d'entraînement, Katia Moglia fait le point par téléphone avec son mari. Allô? Mais le cheval il souffle drôlement. Hein. Par contre il court pas sur le même pied devant et derrière. Hein. Faudrait que tu le montes pour regarder où. Ouais. Ah non là il est souvent désuni là. En face dans la ligne droite, tout ça, dans la ligne droite, tout ça, il est souvent désuni. Ok, allez, t'as là. T'as fait 4 tours. 4 1, 2, 3, 4. Le problème décelé par Katia ne peut être expliqué au jockey, car celui-ci ne parle uniquement en anglais. Arrivé en avril dernier, il n'a pas eu le temps d'apprendre le français. Mais il a quand même pu se faire une idée des pistes calédoniennes. It's quite nice. So far, so good. It was a bit difficult in the beginning because of the training and the way how they train horses here. Because normally back home we use like sand. The tracks we train them in the sand, and then here it's like on the hard ground. But that's how the horses are. They enjoyed it, so that's how they get trained to do it. So it was quite difficult at the beginning, but now I'm just getting used to it. That's how it is. Là, on a vu dans cet extrait, Laurent Moglia, que votre femme est un bon dictionnaire pour les mots codés dans le monde du hippisme. Là, c'était votre femme. Comment vous êtes rentré en relation avec ce jockey qui est originaire du Zimbabwe? Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en fin de saison, je discutais avec d'autres jockeys par les sites, comment on appelle ça? Je ne sais pas si on peut le dire, mais par Facebook. Donc, voilà. Vous donc, pouvez le dire. On discutait avec des jockeys à l'étranger, tout. Et on m'a dit, tiens, il y a un jockey là-bas qui voudrait venir. Donc, il monte actuellement en Afrique du Sud. Donc, il est originaire de Zimbabwe, mais il montait aussi en Afrique du Sud. Et donc, j'ai pris contact. On m'a donné son contact. J'ai pris contact. On a discuté. On s'est mis d'accord. Et puis, aujourd'hui, le problème, c'est les démarches pour faire venir. Parce que... Il y a des problèmes de visa et tout ça. Il y a énormément de problèmes de visa et de démarches administratives. Voilà. Et donc, vous êtes la seule écurie du pays qui fait venir des jockeys de l'extérieur? Non, on fait quasiment tous venir des jockeys extérieurs. Aujourd'hui, en Calédonie, on a une pénurie de jockeys.
qui est lié, à mon avis, bon, on a tous la passion du cheval, mais on a un problème de poids. Oui. Parce que si aujourd'hui je pouvais monter, ça m'arrangerait. Ouais. Mais malheureusement, on peut monter que les courses amateurs, nous. Donc Et- toutes les écuries ici font venir des jockeys. Ouais, toutes les écuries font venir des jockeys. Quels sont les critères pour être jockey, à part être petit? Ben, à part être petit, être léger. Moi, je pourrais être jockey, mais je ne suis pas léger. Ouais, pas léger. Non, il faut quand même faire entre 49 et maximum 55-56 kilos maximum. C'est déjà trop lourd de toute façon. Et puis, bon, bah, avoir quand même appris, quoi, hein. Il y a des écoles spécialisées pour les jeunes jockeys en apprentissage, quoi. Alors justement, l'idée de former des jockeys calédoniens ici, on a entendu parler de la création d'une filière au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. C'est encore où ça en est, ce projet? Ben, cette année devait démarrer normalement la formation là de cavalier d'entraînement, qui a malheureusement eu du plomb dans l'aile cette année en tous les cas, et donc qui est reporté à un début pour l'année prochaine. Mais ça arrive. Mais bon, on va dans un premier temps former des cavaliers d'entraînement, mais j'espère qu'après par la suite on pourra développer sur une formation de jockey, oui c'est clair. Qu'est-ce qui t'a marqué, Prosper, lors du tournage dans la relation entre l'entraîneur et le jockey? Outre le fait qu'il faut bien parler en anglais. C'est la préparation derrière. Il y a la communication quand même qui prime encore derrière. Les entraîneurs donnent encore les derniers, comme dans un match de foot, avant de rentrer sur un terrain, voilà, on te donne encore les dernières recommandations et tout, stratégies et tout. Donc, Tu as pu échanger avec ce jockey originaire du Zimbabwe? Oui, j'ai échangé avec lui. Donc, du coup, lui me parlait un peu par rapport à la façon de comment il s'entraînait chez eux au Zimbabwe. Eux, ils s'entraînent sur le sable et du coup, ici, nous, on s'entraîne sur la terre ferme. Du coup, ils sont obligés de s'adapter. Est-ce qu'il connaissait la Nouvelle-Calédonie? Non, pas du tout. Il ne connaissait pas la Calédonie. Et donc, je lui ai demandé s'il avait l'intention de se promener en Calédonie. Il m'a dit non, pourtant, il a le permis. Donc, après, je ne sais pas. Mais... Aujourd'hui, il veut pas, mais bon, ça viendra. De toute façon, il y a bien un moment après où il va se détendre. Enfin, aujourd'hui, il a envie d'avoir des résultats avant de penser à son plaisir. Donc, aujourd'hui, il est plus dans l'optique de faire d'abord du résultat. Et je pense qu'après, il viendra... Alors justement, il est payé au résultat. Comment ça se passe? Vous l'hébergez, vous le nourrissez? Combien ça coûte un jockey qui arrive du Zimbabwe, en l'occurrence pour l'écurie de Copeto? Ben, un jockey, ça coûte très cher de toute façon. Déjà, on Pour a avoir un billet un chiffre. d'avion. Oui, il y a le billet d'avion. Déjà, un billet d'avion, aujourd'hui, c'est 400, 450 000 francs, l'aller-retour. Donc après, un salaire mensuel de jockey, il faut compter entre 160 et 180 000 francs. Ça, c'est un salaire net mensuel. Et puis après, il est payé à la monte et il a 10% des gains que le Payé cheval à la va monte, faire. c'est-à-dire à chaque Ben, fois à qu'il chaque fait fois une qu'il va course. monter une course, voilà, Oui. pas la monte entraînement. Oui. L'entraînement fait partie de son travail Oui. quotidien. Au quotidien, oui. Mais par contre, Avec quand la il conduite monte du une cheval. course, il a une prime de course et plus 10% encore derrière sur les gains. Donc si le cheval il gagne 1 million, ben, lui va gagner 100 000 francs, quoi. Mais comment ça se passe alors pour vous? Comment est-ce que vous arrivez à faire face à ces On ces travaille en dépenses? dehors. Vous travaillez dehors. On travaille Ça en reste dehors. ça reste quand même une passion, mais une passion qui coûte cher. Extrêmement cher, ouais. Extrêmement cher. On est obligé de travailler en dehors. Donc moi, je travaille à la mine le reste du temps, quoi, hein. Et puis ben, le soir, on s'occupe des chevaux. Le soir, le matin, ou les jours de repos, et on s'occupe des chevaux. Et il faut les amener, les préparer, les ferrer, tout. Maintenant qu'on a identifié maintenant les personnes, les jockeys qui participent aux courses ici dans le pays, je propose maintenant qu'on passe à la préparation, que l'on parle de la préparation du cheval. 1 heure, 2 heures avant la course, avant que l'on fasse le débrief, regardez cet extrait. Bonjour. Bonjour, course numéro 8. J'ai appris ça. 8 ou à peu près, je sais pas. Bonjour. Là, le vétérinaire il va vérifier la puce. Si c'est le même numéro que sur le carnet. Donc si c'est le même cheval par rapport au vaccin, par rapport à tout ça. Là pour l'instant on touche du bois, tout le monde a été validé. Donc après là moi je vais commencer à faire les soins, je vais aller les brosser, tout ça les préparer pour la prochaine étape qui est les courses, quoi. Faut qu'ils soient jolis pour aller courir quand même. Là, si tu veux, en faisant ça, on essaye en même temps, on vérifie s'il n'y a pas, on ne sait jamais, des fois qu'il y a un petit piquant qui est pris sous la peau ou un truc comme ça, au moins ça évitera un cheval de bucker, quoi.
Donc là, voilà, tu vois, elle brosse beaucoup, mais elle touche beaucoup aussi le cheval pour ressentir s'il y a une petite bosse, un petit truc comme ça, que voilà, on puisse voir ce que c'est. Parce que comme on sait, là, après, ben, ça y est, il n'y a plus moyen de vérifier. Pour moi, c'est important d'avoir le dernier contact avec le cheval parce que ça me permet un peu de voir aussi l'état des chevaux, comment ils sont là juste avant la course. On n'est plus qu'à quelques heures des courses, donc pour moi, ça me permet d'évaluer la valeur de mes chevaux. Et puis, en même temps, comme on est stressé, ben voilà, ça permet un peu de ne pas attendre l'heure de la course, quoi. Ça nous fait passer un peu le temps. Vu qu'on est obligé d'arriver déjà à 1 heure avant chaque course pour le contrôle vétérinaire, comme nous, on a beaucoup de chevaux et qu'on vient de loin, donc on est obligé d'arriver. Là, par exemple, notre première course, c'est midi. Donc on est obligé d'arriver déjà depuis bonne heure pour que les chevaux ils aient le temps de se reposer. Comme on a quand même 3h30 de route. Elle s'occupe bien, votre femme, des chevaux. Ah, elle est passionnée, oui. Elle fait comme ça aussi pour vous? Pas autant, mais ça va, elle s'occupe bien de moi. Là, on a vu dans cet extrait qu'il y a une grande préparation qui est effectuée avant la course. On se demande même si c'est carrément un athlète, c'est la même préparation que pour un athlète de haut niveau, la préparation du cheval 1 heure avant la course. Ah, c'est un athlète de haut niveau, de toute façon. Un cheval, c'est un athlète de haut niveau. Aujourd'hui, le cheval, il est le matin, il mange à 5h15 précise. À 6h, il fait son entraînement. Il a sa demi-heure au pré. Après, il est au box toute la journée. À 1h, il a ses soins. À 3h, en nettoyant, renettoie son box. Et à 4h30, il remange. Et voilà, quoi. Il a un régime alimentaire très strict. La préparation le jour des courses, on a vu qu'elle est vraiment précise, importante, et c'est un rituel. Une préparation mentale Il y a une préparation mentale, oui. Là, on a vu qu'elle disait qu'elle est stressée. Oui, bien sûr, oui. Est-ce que le cheval, il le ressent aussi? Ah, le cheval le ressent. Ouais. Nous, à la maison, quand on est à l'écurie, depuis le mercredi, on commence à sentir les chevaux qui stressent, quoi. Hein. Bon, en plus, maintenant, on commence à avoir l'habitude, mais... Comment vous le gérez? Ben, non, même si vous avez l'habitude, mais... Ben, on le gère déjà. Nous, on essaye de ne pas montrer l'émotion, parce qu'un cheval ressent beaucoup les émotions. Oui, c'est ça. Donc, du coup, vous discutez avec lui. Voilà, il faut beaucoup parler. De toute façon, un cheval, c'est comme un gosse. Il faut énormément parler. C'est essayer d'avoir des contacts positifs, des contacts dans les deux sens. Le cheval nous apporte beaucoup, mais il faut que nous, on lui apporte aussi ce qu'on peut lui apporter. Chercher, déceler les problèmes. Des fois, juste une petite douleur, juste un passage, comme elle disait, on cherche, hop, une petite douleur peut nous montrer un gros problème derrière, etc. Quoi. Même préparation que pour une Usain Bolt pour les Jeux Olympiques. Est-ce que ça t'a marqué? En fait, tu l'as ressenti, là, cette relation et puis... Ah oui, tout à fait. Ouais, j'ai vu, justement, tu vois, dans les gestes et tout, c'est délicat et tout. C'est vraiment une relation, vraiment, comme il disait, enfant, parent, c'est vraiment tu ressens ce... Est-ce que ça t'a impressionné, enfin, le fait de se retrouver face à un cheval? En tout cas, moi, si je me ah oui, non, mais devant un cheval, là, tu vois, ils sont plus musclés, les chevaux de course, que les chevaux... Ah oui, ils sont un peu plus impressionnants. En tous les cas, ils ont des plus grosses carcasses, ils sont musclés, ils sont vachement nerveux parce que on les prépare pour ça. Hein, quand ils sont au pré toute l'année, ils sont comme nos chevaux de tribu, de tout ça, de chasse, tout. Mais c'est vrai que là, à un moment, là, un cheval comme ça, là, quand il est prêt comme ça pour courir, il peut faire du dégât. Quoi, hein. Et en plus, il peut souvent se blesser parce qu'ils sont tellement nerveux qu'ils sont sous pression. Quoi. Alors justement, quand un cheval il est blessé, quel est son avenir? Parce que pour un footballeur, quand il est blessé au genou, ou un athlète, quand il est blessé à la cheville ou au genou, c'est carrière terminée. Est-ce que c'est pareil aussi il y a pour des le blessures, cheval? oui, il y a des blessures chez les chevaux, c'est carrière terminée. Dans ce cas-là, après, il vit sa vie au paddock. Sinon, si la blessure n'est pas irréversible, c'est des fois, ça va de 3 semaines à plusieurs années même qui peuvent être arrêtées pour pouvoir repartir derrière. Quoi. J'aimerais maintenant que l'on parle maintenant de l'argent qui émane ou qui circule lors des courses hippiques. Là, pour une course, on gagne de l'argent. Combien d'argent? Si on prend l'exemple de Boulou Paris. Si on prend l'exemple de Boulou Paris, moi, par exemple, dans une course, je veux dire, Gentleman Rider, le premier prix, c'est 200 000 francs, le deuxième prix, c'est 100 000 francs, le troisième prix, c'est 60 000 et le quatrième, c'est 40 000. Donc ça, c'est une course Gentleman Rider. Et donc, une course professionnelle, le premier prix, c'est 300 000 francs, donc deuxième prix, 150 000, et troisième prix, 75 000 et jusqu'à 40 000 francs. Pour une écurie, est-ce que c'est suffisant pour amortir les frais? Et si on gagne, oui. Oui, mais si on ne gagne pas, justement. Ah non, si on ne gagne pas, même déjà le deuxième prix, c'est déjà un peu limite. Quoi, hein. Non,
Après, comme on disait, hein, c'est nous aujourd'hui, on vit c'est une passion, quoi. Hein, donc ça nous coûte de l'argent, on n'en gagne pas. Même quand on fait des bonnes journées, ça nous aide à payer une partie des frais. Oui. Mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, On peut faire fortune si Non. on gagne toutes les courses. Non, on peut pas. Non, non. Parlons maintenant du PMU. Il est arrivé il y a 2 ans maintenant sur le territoire. Comment ça se passe? Est-ce que les gains, enfin, quelles sont les retombées depuis la mise en place du PMU pour les écuries, et les entraîneurs et les propriétaires? Ben, les retombées, bon, je dirais économiquement, on a des courses maintenant qui sont financées par le retour PMU, donc à peu près une au moins par journée, quoi. Hein. Et bon, par rapport au comité, je sais qu'il y a des infrastructures qui ont été faites grâce au retour PMU aussi, qui a été ramené, quoi. Hein. Donc, je veux dire qu'il y a du positif. Bon, on en veut toujours plus. Hein. De toute façon, on n'est jamais satisfait, mais C'est à le commun de 100% en l'homme. tous les cas. Mais c'est vrai qu'il y a du mieux et on fait en sorte que ça progresse. Bon, maintenant, par contre, ça a été quand même assez contraignant pour nous, quoi. Hein. Un petit pays où on était quand même bien amateur jusqu'à là. Oui. Il a fallu qu'on se mette en règle sur beaucoup de choses, sur les poids des jockeys, sur les conditions de course, tout ça. Donc, on a fait l'effort et bon, ben, maintenant, derrière, ça commence à suivre, quoi. Maintenant, on espère que ça va continuer et que ça continuera à ramener un peu plus d'argent, même ça serait bien, quoi. Hein, pour qu'on puisse un jour, pourquoi pas, devenir professionnel et ne plus avoir à travailler à l'extérieur, de vivre que de notre passion, quoi. Ça serait mon rêve. Maintenant qu'on a vu la préparation, qu'on a découvert le jockey, je vous propose que l'on vive un coup, que l'on revive une course. Ça s'est passé à Boulou-Paris. Regardez cet extrait. Qui revient maintenant et qui prend l'avantage à mi-ligne droite. Captain Whisper qui sort maintenant à l'intérieur. Northrop Duluth, Captain Whisper, Crystal Hill, Dunavis de la Novo. Captain Whisper qui va... Captain Whisper du Northrop Duluth, Captain Whisper, Crystal Hill, Dunamis de la Novo, Witchibel, Arnac Boy, Popiné. Ah, il est bon le speaker. Prosper, c'était la première fois ou pas que tu voyais une course hippique? Oui, c'est la première fois que j'ai assisté à une course hippique, donc du coup, là, j'étais en totale découverte et tout. C'était vraiment excellent. Et où est-ce que tu étais positionné Comment par ça rapport à la piste? Tu C'est-à-dire... étais en bas, près des chevaux? Ah non, oui, bon, en fait, j'étais un peu partout. En fait, j'ai fait le tour, j'étais au niveau des écuries, j'étais dans les tribunes avec justement le speaker et tout. Donc, C'est quoi qui t'a impressionné? C'est la vitesse, c'est l'ambiance ou le speaker? moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout au niveau de la visite médicale. Ah oui. Oui. Au niveau de la course, la puissance, Au niveau ça de t'a la pas course, impressionné? oui, non, mais c'est surtout oui, de voir les muscles et tout qui travaillent et tout, justement dans les derniers mètres, c'est vraiment pas mal. Toi, tu es fasciné par les vétérinaires. Ah, c'est- Et donc, du coup, là, la suite de la programmation pour votre écurie, ce sont les 16 courses qui sont en programme cette année. Le grand rendez-vous, est-ce que ça reste la Coupe Clark? Ça reste quand même la référence en matière de course Pour les hippique. chevaux locaux, c'est clair que c'est la référence. C'est la course qu'on voudrait tous gagner. C'est la course que moi, j'ai jamais gagnée. J'ai fait deuxième, mais j'ai jamais réussi à la gagner. Et donc oui, c'est mon rêve de la gagner. Je dirais que cette année, c'est pas l'objectif premier. Cette année, j'ai un autre objectif, qui est le Grand Prix du gouvernement plutôt. Parlez-nous un peu de cette course, justement. La dotation, elle est plus forte que celle de la Coupe Clark. Oui. Donc le Grand Prix du gouvernement se court en nocturne en fin d'année, donc le 29 octobre cette année. Donc c'est sur la journée, sur la journée de course en nocturne dans tous les cas. Et donc il y a une course avec une dotation de 4 millions CFP, donc en tout. Donc ce qui veut dire 2 millions quand même au premier, quoi. Donc une course sur 1800 mètres réservée donc aux meilleurs chevaux locaux et importés. Et bon, voilà, pour nous aujourd'hui c'est un objectif. C'est majoritaire. Le jockey zimbabwéen qui va Oui, bien sûr, oui. concourir durant cette course. Oui, c'est lui qui va monter. Là, je vous ai annoncé que vous allez être mon dictionnaire ce soir. Vous allez me définir tous les termes qui me semblent un peu difficiles à comprendre pour moi. Là, vous avez parlé de chevaux importés et chevaux locaux. La différence, ok, ils sont importés, ils arrivent de l'étranger, mais quelle est la différence? Outre le fait qu'il y a un autre cheval qui a pris l'avion et que l'autre qui est ici sur place à domicile. Il n'y a pas une grosse différence. Hein. Voilà, la seule différence, c'est que oui, il y en a un qui est né à l'étranger et un qui est né sur le territoire. Donc aujourd'hui, on réserve une partie des courses donc, aux chevaux qui sont nés ici pour, ça nous permet on fait venir des chevaux pour améliorer la génétique, mais en même temps, on a quand même des courses réservées aux chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. Améliorer la génétique, ça existe aussi? Ah oui, bien sûr, oui. C'est quoi l'objectif recherché?
d'améliorer les performances, d'aller plus vite, d'aller plus loin. C'est quoi le bon mélange? Le bon mélange. Le bon mélange pour avoir une Usain Bolt. C'est de trouver le déclic. Mhm. Les races, c'est tout du pur sang anglais qu'on utilise. Donc Oui. c'est une seule race. Après maintenant, c'est le papa, la maman qui change, le père de la mère. Enfin voilà, quand on remonte les généalogies et puis on essaye de faire venir des bons sangs, des bons galopeurs, des sprinteurs, des stayers, des milers. C'est un monde à part entière quand même. Ah oui, c'est un monde à part entière. Et il faut après, être passionné et puis avoir beaucoup de patience. C'est clair. C'est clair. Il faut s'y connaître aussi en génétique quand on veut faire de l'élevage. Là, ça devient après pointu. Ça, c'est un autre débat. Je vous propose de regarder maintenant les prochaines courses à venir sur les 16 courses de l'année. Donc la prochaine, ça sera le 27 mai à la fois, le 10 juin à Nouméa, à l'hippodrome Henri Millard, et le 24 juin à Boulou, Paris. Ça sera à domicile. Une course à domicile le 24 juin pour vous? Ah non, c'est pas à domicile puisque vous êtes à Point-Bout. Mais est-ce qu'on n'a toujours pas de course qui se déroule ici en province Nord? Toujours pas. Il y a le projet. Déjà, cette année, on a le comité épique du Nord qui démarre, quoi, qui fera sa journée à Boulou-Paris cette année parce qu'on n'a pas encore les infrastructures. Mais par exemple, sur Point-Bout, je sais qu'avec la mairie, ils sont en train de développer le projet du pôle hippique du Nord. Là. Donc avec un hippodrome qui est en phase pour le moment d'études, en tous les cas. Et j'espère que d'ici 3 ans, on aura un hippodrome en province Nord. Ça serait vraiment le top. J'ai entendu parler d'un hippodrome à Calagomène. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Non, je ne peux pas confirmer. Je n'ai pas entendu parler. Actuellement, on en a un petit sur Koumak, un pseudo-hippodrome qui nous servait avant, mais aujourd'hui qui n'est plus aux normes, malheureusement. Et donc, c'est aujourd'hui le seul qui existe encore. Celui de Point-Bout, il ne reste que la piste. Mais c'est là aussi où qu'on veut faire le nouveau site. Quoi, En tout cas, on espère que cette émission ait donné envie aux Calédoniens qui ne connaissent rien des courses hippiques de se rendre dans les hippodromes pour assister et puis pour regarder une course. Quel message leur adresserez-vous ce soir pour les inciter à venir regarder une course? Venir passer du bon temps déjà en famille, quoi, parce que c'est clair qu'autour de tout ça, il y a des animations pour les enfants, tout ça. Donc venir passer un bon moment en famille, venir nous soutenir et puis apprécier l'amour des Calédoniens qu'ils ont pour les chevaux, quoi, en tous les cas. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment un monde de passionnés qu'on a en Nouvelle-Calédonie, c'est au niveau des chevaux. On l'a bien ressenti ce soir. Merci en tout cas Laurent Moglia d'avoir effectué le déplacement et d'avoir accepté notre invitation. Merci Prosper. Merci Jimmy. Et puis le prochain feuilleton, ça sera sur les vétérinaires, non? Je pense. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bon week-end et on se retrouve lundi.